est ravis de vous accueillir ce soir pour cette édition très particulière, puisqu'on a fait un petit comité où vous n'êtes que sélectionné pour 80 personnes, je crois maximum. Et merci de nous suivre depuis le début, puisqu'on est à la 11e édition, et encore de très belles éditions à venir. Martin, je te laisse rajouter... Oui, merci à tous. Du coup, 11e édition, la prochaine sera le 8 décembre. Quoi dire de plus? On remerciera également nos partenaires comme French Web, Madines, les EcoStart et le journal QCM. Voilà, sans plus attendre, je vais vous passer Laura Jane et Alexis. Merci à tous. Merci. Alors du coup, on va commencer avec ton parcours, Alexis. Bonjour à tous, bienvenue chez Deezer, merci d'être là, en petit comité. Il y a un peu d'Arsène, alors en revanche, il va falloir, sur les micros, faire attention. Allons-y. Alors du coup, on va commencer avec ton parcours. Est-ce que déjà, tu pourrais nous retracer ta carrière rapidement dans les grandes lignes, sachant que tu es un homme de médias, je crois? Oui, alors d'abord, je suis un vieux monsieur, je crois, par rapport à beaucoup de gens dans cette salle. Et beaucoup de gens chez Deezer. Donc moi j'ai 45 ans, je travaille depuis maintenant plus de 20 ans. Mon parcours c'est d'être un homme de médias. Oui, j'ai travaillé en fait, pour raconter rapidement mon histoire, j'ai fait des études de commerce en France et aux États-Unis. Je rêvais d'être banquier parce que je pensais que c'était le moyen de devenir riche, reconnu, envié. Et puis j'ai réalisé au bout de 2 ans à New York que la banque d'affaires ça ne me rendait absolument pas heureux. Donc là, je me suis posé une question simple. Quel est le métier dans lequel je vais travailler beaucoup et être très heureux? Et en réfléchissant à ces 2 questions, j'ai répondu les médias, la télévision, la radio, peut-être la presse. Je suis rentré en France et puis j'ai rencontré un homme que j'aimais beaucoup, dont j'aimais le style, le ton, qui s'appelle Thierry Ardisson et qui à cette époque-là produisait une émission qui s'appelait Frouf Rouge. Là, c'est là où je suis très très vieux. Et cette émission est devenue un journal et j'ai accompagné Thierry pour monter ce journal. Bref, pendant 2 ans, j'ai bossé dans la presse et j'ai appris à faire des journaux grand public. Et puis après, j'ai rejoint le groupe M6, où j'ai monté une chaîne de télévision musicale qui s'appelle M6 Musique, qui existe encore aujourd'hui. Donc à 26 ans, j'ai eu la chance d'apprendre à faire de la télévision, à créer une petite chaîne de télé avec peu de moyens, mais dans un groupe de très grands professionnels, le groupe M6. C'est là où en fait la musique a commencé à devenir mon univers professionnel et c'est ce qui me relie à Deezer aujourd'hui, puisque pendant plus de 10 ans, je vais être le monsieur musique d'M6, d'abord en dirigeant cette chaîne, en devenant après directeur des programmes de la musique sur M6. Donc là aussi, ça va faire un peu crocodile, mais à l'époque, il y avait le Boulevard des Clips sur M6, il y avait une émission qui s'appelait Lutte Machine avec Charlie Lutte, dont j'étais producteur. Ah, je vous remercie, ça veut dire que je ne suis pas tout seul. Il y avait Fréquence Star avec Laurent Boyer, il y avait Graines de Star avec Laurent Boyer, les Dance Machines qui étaient des grandes fêtes avec les boys bands à l'époque qui étaient très électroniques. Bref, et puis beaucoup d'artistes dont j'ai pu participer, soit qu'ils soient connus, soit qu'ils continuent à faire une belle carrière en France. Donc j'étais au cœur de ce que j'aime, la musique. En 2001, pardon, ça va être un petit peu long, mais ça vous verrez un peu la diversité. En 2001, plutôt en décembre 2000, je venais de créer les M6 Awards, qui était la première cérémonie avant les Energy Music Awards, pour remettre des prix aux grands artistes. Et cette émission avait plutôt bien marché, et je pense que c'est ce qui a donné confiance à Nicolas Taverneau, qui est toujours le président d'M6 aujourd'hui, à l'époque de me confier à un programme qui ne s'appelait pas encore le Loft Story. Voilà, et donc j'ai accepté de m'occuper de ce projet. Nicolas à l'époque m'avait dit, voilà, je veux quelqu'un qui dorme, qui respire, qui mange, qui pense Big Brother à l'époque, tout le temps. Et puis on a travaillé avec une jeune femme que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Alexia Laroche-Joubert, avec Stéphane Courby qui était le producteur, avec les équipes d'M6, et on a fait le Loft. Et je suis devenu le monsieur télé-réalité d'M6, et au-delà de ça, j'ai découvert une nouvelle manière de faire la télévision. Pour faire une histoire courte, on a fait de Love Story. Après, passionné de musique, j'ai voulu remettre de la musique dans la télé-réalité, et donc j'ai lancé Popstar, qui avait pour objet de raconter la création d'un groupe musical pendant 18 semaines. On a lancé les L5, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vendu... Ah, là, toutes les femmes de ma vie, voilà. C'était absolument passionnant. Donc on a fait ça avec un producteur avec qui on a travaillé pendant
pendant près de 5 mois, jour et nuit. Popstar, c'était un grand casting, puis après une sélection avec un jury génial, vous vous souvenez sans doute de Mia Fry, Pascal Brousseau, puis Santi, qui était le batteur de la Mano Negra. C'était à l'époque en partenariat avec Mercury et Universal. On a fait 18 semaines de prime time, beaucoup de téléspectateurs, et donc j'ai pu remettre de la musique dans ma vie au quotidien. Un deuxième Loft, un deuxième Popstar, Opération Séduction, 1, 2, 3, et puis Nouvelle Star, parce que Star Academy fonctionnait très bien sur TF1, Popstar c'était un documentaire, et donc on avait à cœur de remettre de la musique live sur M6, donc j'ai lancé Nouvelle Star en 2003. J'ai demandé à Benjamin Castaldi, qui à l'époque était mon compagnon de bataille, puisque j'avais été chercher Benjamin chez TF1 pour qu'il présente le Loft, d'animer Nouvelle Star. On avait réuni aussi un super jury avec Dovatia, vous vous souvenez peut-être, avec André Manoukian. Bref, Nouvelle Star. Après, j'ai créé une société de production pour M6 qui s'appelle W9 Production. Et là, j'ai produit un programme que vous allez sans doute me huer peut-être, je ne sais pas, qui s'appelle Bachelor. J'ai fait 3 saisons du Bachelor. Donc vous vous souvenez, ce jeune célibataire avec sa rose sur un piédestal. Bon, là, l'idée, c'était de faire un soap opéra qui allait plaire à la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Vous savez sans doute ce qu'est la ménagère de moins de 50 ans. On l'appelle aussi ménagère responsable ou femme responsable des achats. En télévision commerciale, la publicitaire sont les femmes. Parce que nous savons tous que derrière chaque homme, il y a une femme qui tient la maison, les dépenses, les budgets, et en l'occurrence, c'est à elle qu'il faut parler. Et donc, Bachelor, comme d'autres programmes, avait vocation à réunir un public largement féminin dans la télévision, ce qui fut chose faite, puisqu'on a réuni 6 millions de téléspectateurs pendant 3 saisons, les jeudis soirs face à Julie Lescaut, qui à l'époque était la grande série. Bref, j'ai fini mes aventures d'M6 après 10 ans de bons et loyaux services. Entre-temps, j'ai produit Top Model aussi, une émission où on allait à la recherche de jeunes mannequins, et j'ai fini par un programme qui m'a rendu profondément heureux parce que j'étais au milieu de pays compliqués, j'étais au milieu de cultures que je connaissais, que j'aimais, mais que je ne connaissais pas si bien. Et puis j'étais au milieu de 120 personnes en train de faire une incroyable aventure. Ce programme s'appelle Pékin Express, dont j'ai donc initié et dont j'ai produit les 2 premières saisons en France pour M6. Avec 1 bonheur et demi, j'ai traversé la Russie, de Pskov à Irkoutsk, en passant par Moscou, Yekaterinbourg, Omsk, Donetsk. Quand je parle de Russie à des Russes, ils ne comprennent pas d'où je viens parce que je connais mieux la Russie qu'eux. Bon, c'est grâce à Pékin Express. On a traversé la Sibérie, on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, des voitures qui s'arrêtaient pour prendre des jeunes filles en autostop avec des kalachnikovs dans les coffres, avec des gens qui buvaient plus de vodka que de raison. On a vécu des aventures très passionnantes et on a fini cette première saison en traversant la Chine jusqu'à Pékin. J'ai fait le 2e Pékin Express et puis après, où là on a traversé la Chine et l'Inde. Et juste pour vous raconter une anecdote, on a fini Pékin Express numéro 2 à Bombay, dans une ville incroyable. Et j'ai fini, un peu symboliquement d'ailleurs, ce programme quasiment en prison, puisqu'on s'est fait arrêter dans les rues de Bombay parce que les finalistes étaient dans des voitures qui s'étaient pris au jeu et qui roulaient à 250 à l'heure dans les rues de Bombay. Et nous, derrière, on était sur des motos pour les filmer. Pékin Express, il y a une caméra dans la voiture et il y a des caméras autour sur des motos. Bref, on s'est fait arrêter par la police pour excès de vitesse, je me suis retrouvé dans un panier à salade. Et si vous vous souvenez de la scène de Midnight Express, qui est un vieux film d'Alan Parker, je me suis senti un petit peu tout seul et en même temps j'ai adoré vivre ces expériences de dingue. J'ai rejoint Lagardère après pour créer ce qui s'appelle aujourd'hui Lagardère Entertainment. Donc là c'était un job moins de producteur artistique et producteur éditorial, j'étais plus un homme de business pur et on a réuni 10 boîtes de prod pour faire Lagardère Entertainment. On produisait à l'époque Mafiosa pour Canal+, on produisait Joséphine Ange Gardien pour TF1, C'est dans l'air pour France 5, donc des choses très différentes. Et là j'ai élargi mon spectre, j'étais un homme de divertissement et je suis aussi devenu un homme d'information et de série. Et puis j'ai monté ma boîte et je suis reparti en Chine et pendant 4 ans j'ai vécu à Shanghai où j'ai vendu une idée à la télévision chinoise un peu de manière inconsciente. Je ne pensais pas que c'était impossible, donc j'y suis allé. Vous connaissez la phrase de Mark Twain, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Je pense que si j'avais réfléchi à l'idée d'aller faire de la télé en Chine, je n'y serais pas allé. Mais je n'ai pas réfléchi. Je suis allé vendre une émission à une chaîne chinoise qui m'a acheté. Enfin, en me disant, Alexis, on est d'accord pour diffuser ton émission, mais on n'a pas d'argent, puisque tu es un étranger, on ne peut pas financer une production étrangère. Donc tu dois trouver l'argent, et là j'ai eu un coup de bol incroyable. 2 jours après, j'étais dans un meeting avec Anne-Véronique Bruel, qui était à l'époque la CEO de Sephora en Chine. Et Anne-Véronique cherchait un gros coup médiatique pour lancer Sephora en Chine, et je lui ai proposé de faire cette émission, ce qu'elle a accepté.
Et donc on a fait la Beauty Academy pendant plus de 2 ans en Chine. Et là où c'est intéressant, et on en parlera si vous voulez, parce que les Chinois sont des gens que j'aime beaucoup, qui m'ont donné des opportunités. Et la première d'entre elles, c'est que quand j'ai proposé à la chaîne cette émission, que j'ai trouvé l'argent pour la produire, ils m'ont demandé de réaliser cette émission. Parce que je suis par ailleurs réalisateur de télévision. Mais réaliser une émission de télévision qui a un concours de talent, il s'agissait d'aller à la recherche des meilleurs maquilleurs de Chine, sans parler le mandarin, pour moi c'était une gageure, c'était pas possible. Ils n'en avaient absolument rien à faire, ils m'ont dit écoute Alexis, on aime ce que tu fais, on aime ton style, on aime les images que tu produis, et donc on veut que ce soit toi qui réalises. Donc j'ai appris 80 mots de chinois urgemment, pour pouvoir diriger un plateau et comprendre ce qu'il allait se passer sur mon plateau. Et je me suis installé à Shanghai et j'ai fait ça pendant ces 3 années. Entre-temps, l'émission a été vendue au Brésil, à Globo, qui est un grand groupe de médias, et je suis parti le reste de mon année à Sao Paulo faire l'émission là-bas. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup vu ma femme et mes enfants, qui étaient eux à Paris, mais c'est ce qu'on se dit souvent en famille. Voilà, mes enfants savaient qu'il fallait que papa aille travailler à l'étranger pour gagner des sous. Je rentrais toutes les 3 semaines pour les voir, je faisais des Skype avec eux, et mon couple n'a pas explosé, mes enfants et ma femme sont encore là avec moi, donc on s'en est sortis. Voilà. Mais puisque je crois que ce soir l'idée c'est de parler un peu de cette aventure professionnelle et personnelle, je me permettrai quelques digressions sur la manière dont j'ai vécu tout ça. La Chine c'est génial, et si je devais résumer ce que c'était que la Chine, ce que je fais de temps en temps à des gens qui me demandent mais c'est très bizarre, les gens ne les comprennent pas, etc. Les Chinois c'est les Italiens de l'Asie, ce sont des gens qui sont extrêmement latins dans leur comportement. C'est compliqué d'avoir une amitié avec un Chinois, mais une fois qu'on l'a, cette amitié elle est belle, elle est intense. Les Chinois aiment beaucoup vous tester avant de faire du business avec vous. Un des grands concours, c'est de voir jusqu'où vous tenez et vous supportez l'alcool. Donc, j'ai pris mes plus grandes bitures en Chine. Mais quand je vous parle de bitures, c'est indescriptible parce que vous commencez à 8h du soir un dîner autour de tables rondes avec des plats et des mets merveilleux. De temps en temps, il y a des animaux un peu bizarres qui arrivent jusqu'à vous, mais là, vous n'avez pas le choix. Et puis après, généralement, il y a une soirée en boîte de nuit qui s'organise et les Chinois, en tout cas quand j'y étais, en 2011, 12, 13, adorent boire du thé vert au cognac. Et donc, vous avez des bouteilles de cognac XO qui arrivent les unes après les autres et chacun en fait a son thé et sa bouteille de cognac. Et le but, c'est de descendre une bouteille de cognac dans la nuit et d'être le dernier debout. Voilà. Alors, non, j'ai beaucoup visité les sols des lieux en question parce qu'à un moment on finit par ramper, mais j'ai appris un truc. Voilà, ouais, c'est de l'eau, mais je faisais ça, mais j'ai appris un petit truc que je donnerais si un jour vous allez faire du business en Asie et vous comprendrez qu'il faut socialiser pour faire du business là-bas. J'ai appris à boire un demi-verre d'huile d'olive avant de partir dans des dîners professionnels. Parce que l'huile d'olive, ça permet de napper l'estomac d'une couche protectrice qui permet de boire beaucoup plus d'alcool sans qu'immédiatement les effets s'en fassent sentir. On m'avait dit que c'était les agents secrets russes qui faisaient ça. T'as peut-être appris ça sur Pénal Express? Non, écoutez, je ne sais plus qui m'a appris ça, mais en tout cas, ça m'a permis de tenir. Bref, les Chinois sont des gens merveilleux et ça crée un lien avec votre métier et l'univers digital. C'est qu'en Chine, la télévision, c'est 50% de l'audience d'un programme. Mais le digital et Internet, c'est l'autre moitié. En Chine, il y a à peu près 6 portails équivalents à YouTube. Alors depuis, il y a eu des fusions, puisqu'il y a Youku et Tudo qui ont mergé. Il y a Sohu, il y en a d'autres. Et les jeunes qui ont entre 15 et 30 ans ne regardent jamais la télévision, ils regardent les programmes sur les plateformes Internet, qui sont plusieurs. Et à l'époque, juste pour mémoire, parce que c'est ma plus grosse audience, Beauty Academy a fait 25 millions de téléspectateurs à la télévision et 25 millions d'internautes sur le digital. Donc 50 millions de personnes simultanément. Évidemment, c'est la Chine, donc c'est plus facile. Voilà. J'ai fait, finalement, en rentrant de Chine, je suis venu voir ici Deezer, à l'époque le directeur général, et je lui ai proposé de l'aider à développer Deezer en Chine, parce que je voyais un potentiel énorme. La Chine, ça marchait, le piratage est énorme, et il y a un problème pour écouter de la musique de manière légale, mais le streaming, manifestement, était un moyen de le faire. On n'a pas fait affaire ensemble, mais ça a donné des idées manifestement à certaines personnes du conseil d'administration de Deezer. Et donc il y a 18 mois, alors que j'étais en train de faire bien autre chose, j'ai eu la chance qu'on me propose de postuler au job de directeur général de Deezer en France. Je me suis dit que j'avais 15 jours pour y arriver parce que si ça se savait, toute la place de Paris voudrait le job.
Et donc je me suis lancé dans une course effrénée pour passer mes 8 entretiens le plus vite possible. Et je suis allé voir les membres du conseil d'administration à un parti pour passer mon entretien, jusqu'à rencontrer Hans-Holger Albrecht, qui est le CEO de Deezer, qui est installé à Londres, qui est allemand, qui est un grand patron, qui a dirigé des grands groupes de médias dans toute l'Europe, et qui m'a proposé de les rejoindre. Voilà. Et donc c'était il y a 18 mois, et j'ai eu le bonheur de travailler depuis 18 mois dans cette maison. Voilà, vous êtes ici chez nous, chez Deezer. Alors à la fois ici, c'est le siège de l'entreprise, donc c'est Deezer qui est fait pour le monde entier. Aujourd'hui, Deezer, on est accessible dans 180 pays dans le monde, on a 18 bureaux dans le monde, dont celui-ci. C'est ici que de nombreux talents font l'application, le site web. C'est dans ces locaux, ici dans les étages supérieurs. Il y a 300 personnes ici dans l'immeuble. Alors on est nombreux et en même temps on est tout petits. Spotify ils sont 3000 et Apple ils sont encore plus, ils sont 10 000. Nous à 300 ici et 100 à l'étranger, donc on est 400 personnes en tout chez Deezer. On est pour l'instant l'un des 3 leaders mondiaux du streaming et pourvu que ça dure. Voilà, donc en résumé, une aventure professionnelle variée dans un univers qui reste quand même celui des médias, d'abord traditionnels et puis digitaux, avec un fil rouge qui a toujours été la musique que j'ai pu essayer de retrouver toujours dans ma vie et qui aussi donne au quotidien du sens, parce que pour moi, partager la création artistique, c'est un bonheur total. Et ce qui est génial dans le streaming, c'est que c'est grâce aux algorithmes, grâce aux playlists, grâce à Flow, on a une capacité à faire découvrir des talents. Et franchement, ça me rend très heureux parce que d'aider les artistes à éclore, c'est un beau métier et donc j'ai beaucoup de chance. Alors j'ai plus de questions, du coup t'as alors qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu peux partager avec l'audience ce soir en 20 ans de télé? Quels ont été les moments charnières, les moments où tu t'es dit mais je suis barge, pourquoi je fais ce métier? Est-ce que tu as des anecdotes à partager avec l'audience? Alors, qu'est-ce que j'ai appris? D'abord, j'ai appris, et je crois que c'est un peu le cas dans le numérique, mais peut-être moins, c'est que la télévision est un métier où il n'y a absolument pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a rien pour apprendre à faire de la télévision. Donc d'abord, j'ai appris à me former sur le tas. Dans le digital, l'environnement est quand même de plus en plus structuré, avec des vraies formations, des vrais cursus. La télé, il n'y en a pas. Donc j'ai appris un métier, d'abord, et je pense que je suis devenu bon dans ce métier au bout de quelques années d'expérience, d'essais, d'erreurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai appris que quand on peut, en ce qui me concerne en tout cas, avoir un métier artistique et en même temps un métier qui vous met au contact de marchés très importants, puisque la télévision c'est un média de masse, c'est merveilleux parce qu'on a un pouvoir disproportionné, on a la capacité d'amener une création devant des millions de gens. Si la création est ratée, il vaut good, et on fait un four, et si ça marche, il y a des millions de gens qui regardent. Et moi, ce que j'ai donc appris, c'est apprendre à comprendre, à raconter des histoires. Voilà. En gros, la télévision comme le cinéma, notre métier, c'est de raconter une histoire. Que ce soit dans un jeu télévisé comme Question pour un champion, dans une série, même un JT, il y a des gens qui réfléchissent à raconter une histoire pendant une durée pour capter l'attention des gens. Donc ça, c'est mon expertise. Je suis capable de raconter des histoires et d'identifier des histoires qui vont correspondre aux bonnes personnes. Je vais vous donner un exemple. Comme dans tout dans la vie, le timing est très important. Donc raconter la bonne histoire, c'est parfois trop tôt, c'est parfois trop tard. Quand j'ai pris le pari d'acheter les droits du Bachelor aux États-Unis, qui était l'émission dont les droits appartenaient à Warner, je ne l'ai pas fait comme ça pour me faire plaisir ou parce que j'avais un plaisir un peu machiste de vouloir mettre de jeunes célibataires en face d'un garçon célibataire. Non, c'était pas ça l'objectif. L'objectif c'était que j'ai fait des recherches avec mes équipes et qu'on s'est aperçu qu'il y avait 14 millions de personnes célibataires en France de plus de 30 ans. C'est encore le cas aujourd'hui. La France est le pays d'Europe qui a le plus de célibataires et de célibatantes de plus de 30 ans. Et la question c'était, le speed dating n'existait pas à ce moment-là. La question c'était comment est-ce qu'on peut créer une histoire qui va divertir ces X millions de jeunes célibataires, ces 14 millions de célibataires depuis 30 ans. Et dans le marché mondial de la télé, il y avait le Bachelor et peu d'autres choses à part des jeux de plateau, notamment Tournée Manège, vous vous souvenez peut-être. Mais j'avais plutôt envie de faire du soap opéra. Voilà. Donc ce que j'ai appris, c'était d'écouter, de lire, de m'instruire, de regarder, parce que pour savoir quelle bonne histoire raconter, quel bon moment, moi, ma manière de faire, c'est simple. Je lis énormément, beaucoup de magazines, beaucoup de livres, je vais voir beaucoup d'expos, je vais voir beaucoup de films, et j'essaye de comprendre ce qui est dans l'esprit, le cœur et la tête des gens. J'essaie aussi de comprendre la sociologie. On a besoin de discrétion et on a besoin de rester à l'écart des autres parce qu'on ne peut plus interagir avec les autres. À cet égard, j'ai eu une épouse merveilleuse parce qu'elle m'a foutu la paix pendant un an et demi. Ce
Parce que quand vous avez un burn-out, le dimanche, quand il y a des amis à la maison, vous allez faire la sieste. Quand vous avez un dîner de famille, vous partez avant la fin. Et quand vous avez des entretiens, vous n'y allez pas. Donc ça m'a donné 1 an et demi. Et c'est là où je pense que j'ai beaucoup de chance, et nous avons beaucoup de chance de vivre en France, c'est que pendant 1 an et demi, j'ai touché le chômage. Et donc les impôts, parfois très importants, que j'avais payés pendant plus de 15 ans, je les ai retrouvés dans mon beau chômage, tous les mois qui tombait, et qui m'a donné le temps de me reconstruire et de réfléchir. Sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenu, mais en tout cas, on a beaucoup de chance d'avoir cette soupape. Et c'est pour ça que parfois, quand j'entends les hommes politiques, effectivement, souligner les abus, il peut y en avoir, il y en a certainement. Mais moi, j'ai beaucoup d'affection pour ma conseillère Pôle emploi, elle est peut-être plus importante pour moi que Benjamin Castaldi. Parce que Benjamin Castaldi, le jour où j'ai pu être qui j'étais, il a cessé de m'appeler. C'est marrant parce que Benjamin, je l'ai revu il y a à peu près 3 semaines, on a fait un projet ensemble, et je ne le déteste pas pour autant, j'aime Benjamin, mais j'ai pris conscience que l'être humain peut être assez variable, variant, et que, en tout cas dans la télévision, il y a quand même beaucoup d'intérêt dans le rapport entre les gens. Voilà. J'étais, je pense, un peu naïf. Bon, je le suis moins aujourd'hui. J'en veux pas pour autant à ce qui s'est passé à l'époque. Ça m'a permis de grandir. Et puis grâce à ça, et je finirai là-dessus, le fait de me faire un peu sortir de ce système m'a permis de devenir entrepreneur. Je pense pas que j'aurais eu le courage de monter ma boîte de prod tout seul. Là, je n'avais pas le choix. Et puis ça m'a emmené en Chine. Et j'ai rencontré des gens merveilleux. J'aurais bien voulu vous montrer des photos. Mais 120 Chinois avec moi sur les routes de Chine, c'est juste génial. Les plus grandes conversations politiques, c'est en Chine que je les ai eues, parce que ne croyez pas que là-bas, on peut rien dire ni rien faire. J'ai vécu l'arrivée de Xi Jinping au gouvernement chinois. Pour raconter une anecdote géniale, d'abord, c'est des Français, Isabelle et Olivier Chouvet, qui, eux, ont monté un bistrot il y a 25 ans, qui s'appelle La Fabrique, à Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine, et qui, à un moment, sont partis en Chine, au Japon. Ils vivaient dans 30 mètres carrés, ils ont monté leur bistrot n'a pas marché. Et ils ont décidé d'essayer de remplir leur bistrot autrement. Et comme il y a une grosse communauté du luxe à Tokyo, ils ont commencé à faire des soirées pour LVMH et pour d'autres marques. Et ils ont découvert le monde de l'événementiel. Ils ont monté une boîte qui s'appelle Émotion, qui a commencé à devenir le leader de l'événementiel à Tokyo, et ils sont partis après monter le même business à Shanghai. Ces gens, quand j'y suis allé, m'ont accueilli et m'ont présenté à Véronique Bruel, la patronne de Sephora. Tout ça pour dire que la vie, c'est aussi une chaîne de rencontres de gens. Et ces gens, je les ai rencontrés pourquoi? Parce que je me suis souvenu d'un garçon avec qui j'étais en classe de 4e, à Gerson, dans le 16e, parce que je suis un enfant de la bourgeoisie parisienne. Et ce copain m'avait dit un jour que si tu vas en Chine, j'ai des amis là-bas. Comme quoi, parfois, une petite phrase au détour d'un verre, dans un dîner ou une soirée, peut parfois mener sur des chemins inattendus. Voilà, c'est une longue réponse, une courte question. Merci beaucoup. On va enchaîner avec 10 heures, ça va être un peu moins émouvant. Alors peut-être... Pas forcément, alors. Déjà, est-ce que tu es épanoui dans ta nouvelle vie de 10 heures? Alors, je suis épanoui, je suis fatigué, je suis... parfois un peu, comment dire, c'est extraordinaire. Le digital par rapport à la télévision c'est dur par rapport à la vie notamment des audiences. Le digital, ce qui est dur, c'est qu'en fait vos concurrents, en fait, ils sont partout. Il y en a des milliers. Ils sont à Los Angeles, à Londres. Concurrent de Deezer, c'est à la fois Spotify et Apple, mais c'est aussi Netflix, c'est YouTube, qui est un petit concurrent là. C'est Amazon qui débarque. Le digital, c'est vertigineux parce que le champ de concurrence est mondial. Donc, on a encore moins le temps de dormir. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le digital, c'est merveilleux parce que moi, je découvre humblement des métiers que je ne connaissais pas à la télévision, qui sont très variés. Là où c'est difficile et challenging, c'est qu'en fait, une boîte comme Deezer, il y a beaucoup de cultures très différentes. Il y a la culture des développeurs, il y a la culture des gens de produits, il y a la culture des marketeurs, donc je suis plutôt l'incarnation. C'est un petit peu les trois forces centrifuges, et puis après, il y a évidemment toutes les fonctions support qui sont très importantes.
Comment arriver à faire travailler des gens qui ont des éducations, des profils, des intérêts dans la vie, des objectifs très différents? Ça, j'étais juste avant qu'on se voit, tous ensemble en réunion pendant 1h30, avec Valérie, si elle est là, je la salue, Valérie Chemla, qui est la CTO, Chief Technology Officer, qui est une femme, ce qui est génial, et on a parlé avec Mathieu Gorvan, qui est un des fondateurs de Deezer, avec Aurélien Hérault, parce qu'il y a encore une vingtaine de personnes qui étaient là il y a 10 ans, on en parlera si vous en avez envie, avec Daniel Marelli et avec Jonathan Benassaya. On a parlé de comment bosser mieux ensemble, parce qu'on fait des deals très compliqués. Je vais vous donner un exemple. Donc on a un gros partenariat en France avec Orange, et donc on doit travailler avec un groupe énorme, on a une petite boîte, on doit créer et intégrer Deezer dans des offres mobiles, des choses très différentes, on doit trouver les bons tarifs, et après on doit mettre en œuvre des stratégies marketing avec des bons parcours clients pour aider les abonnés d'Orange à s'abonner à Deezer. On fait tout ça avec des gens après qui doivent nous aider à intégrer Deezer dans les offres Orange. Et on a chez nous, chez Deezer, des équipes qui s'appellent des équipes plateformes, ça parle peut-être à certains d'entre vous, qui font ce travail incroyable côté produit et tech. Et puis il y a des solutions de paiement, il y a toute une équipe autour de Jimmy ici qui... Bref, il y a une somme d'intervenants qui viennent chacun apporter une brique stratégique, et en fait, s'il y en a une qui n'est pas là, ça ne marche pas. Donc, d'ailleurs, c'est un truc qui m'étonne, c'est que dans le digital, il y a des gens qui s'appellent marketing, machin, head of marketing, ceci. Et en fait, j'ai mis 6 mois à me dire, mais où est-ce que je mets mon directeur marketing dans l'organisation? Parce que je n'arrive pas à comprendre. En fait, le marketing, il est totalement diffus dans le digital. Tout le monde fait un bout du marketing. Parce que le produit, le marketing, c'est les 4 P, vous le savez peut-être. Et bien, les P, ils sont vachement répartis. L'équipe produit, c'est un monde en soi. Moi, j'ai découvert que l'équipe produit, en plus, avec Daniel à l'époque, et c'est une culture. L'équipe prix, c'est l'équipe marketing, et l'équipe distribution, c'est encore une autre. C'est les équipes de la brand qui font la publicité. Bref, tout ce petit monde doit travailler ensemble avec des cultures différentes. Donc Deezer, c'est génial. Deezer, je suis arrivé le 4 juin, et le 30 juin, Apple a lancé Apple Music, donc c'était aussi l'occasion de se réjouir. Mais sans plaisanter, en fait, c'est de se réjouir parce que le fait que Apple décide d'arriver sur le marché prouvait bien que d'abord le downloading n'était plus un concurrent direct du streaming, et que par ailleurs c'était un métier d'avenir puisque Apple s'y intéressait. Moi j'ai appris à toujours embrasser les concurrents, parce que s'il y a un concurrent qui vient sur votre marché, c'est qu'a priori vous êtes dans un bon marché. Après, comment ne pas se faire marcher dessus, c'est notre problématique tous les jours. Voilà. Alors justement, comment est-ce qu'on existe face à un Spotify et face maintenant à Apple Music? Quels sont vos axes d'amélioration, vos différents leviers? Alors, la première chose, et j'ai beaucoup de chance parce que je suis un petit peu au milieu de ça, c'est d'avoir un marché d'origine dans lequel on est puissant. Je pense que, alors évidemment quand on est américain, c'est mécanique parce qu'il y a de tels volumes, mais aujourd'hui pour Deezer, d'être une boîte française très leader sur son marché, c'est hyper important. Parce que ça veut dire qu'on a une certaine assise et que ça nous permet ici de prendre des risques, d'aller de l'avant, de trouver aussi de l'argent auprès d'investisseurs. Donc je pense que c'est très important d'avoir un pays dans lequel on est leader. Le succès de Spotify s'est d'abord construit sur le succès qu'ils ont réussi à monter en Suède. Incidemment, c'est quand même très intéressant. Ça, moi, je l'avais appris en télévision. Parfois, il vaut mieux être natif d'un petit pays pour être entrepreneur parce que ça oblige à être créatif et ambitieux, notamment dans son expansion. Je pense que le fait que Spotify soit dans un pays plus petit, avec donc moins de capacité à grandir localement, les a aidés à aller plus vite à l'international que nous. Et aujourd'hui, c'est un de nos sujets, c'est d'essayer de voir comment on peut rattraper toute une partie de ce retard. L'autre sujet qui est très intéressant pour la Suède en ce qui concerne, j'aime bien parler des concurrents parce qu'ils font du super boulot et qu'ils sont très talentueux, c'est qu'ils ont 2 millions d'abonnés en Suède, un pays d'abonnés payants, un pays qui compte 8 millions de personnes. En France, il y a 3 millions et demi d'abonnés au payant sur un pays qui compte 66 millions de personnes. Donc, force est de constater que les pays du Nord, en tout cas, ont embrassé le streaming avec une dynamique bien supérieure à la nôtre. Et donc, on doit aussi capitaliser sur chacun ses forces et ses faiblesses. Voilà, le fait qu'on soit français, je pense que ça a plein d'atouts. La France est un pays de création incroyable. On est vraiment très très bon. On a des super équipes de dev et il y a beaucoup de talent. Je crois que vous l'avez tous, on le voit tous aujourd'hui. La France a un peu le vent en poupe sur ces questions. Maintenant, pour mettre une note beaucoup plus, pas froide, mais
est pragmatique. C'est là ce que nous, en revanche, on doit essayer d'avoir, c'est un soutien capitalistique puissant. L'enjeu à un moment, quand on crée des beaux produits comme Deezer ou Spotify, il faut avoir de l'argent pour se développer dans 20 pays en même temps, ce qu'on essaie de faire. Et là, les fonds d'investissement, notamment dans le private equity, donc ceux qui investissent dans des entreprises non cotées, jouent un rôle majeur dans la capacité qu'on a à faire exister une bonne idée. Puisqu'une bonne idée sans argent, malheureusement, ça reste une bonne idée. Voilà, donc on a aussi beaucoup, depuis 18 mois, passé d'énergie et de temps à travailler pour lever des sous. Vous savez peut-être, on est la 3e boîte qui a, je crois, levé le plus d'argent cette année en France. Et en l'occurrence, donc Deezer a eu la chance de lever 100 millions d'euros au mois de janvier. Et ça fait aussi partie du quotidien de l'équipe de management dont je fais partie. Et je ne suis pas du tout le seul. On est une petite dizaine à travailler sur ces questions pour essayer de donner de l'énergie financière à l'entreprise et à son projet. Alors justement, il y a quelques mois, Deezer devait faire son introduction en bourse et finalement ça a été annulé à la dernière minute. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors moi, oui, je vais essayer de vous en dire 2 mots. D'ailleurs, on en reparlait hier avec des banquiers d'affaires, donc c'est le métier. En fait, la difficulté d'une introduction en bourse, il y en a plusieurs. La première, c'est entre le moment où le marché dit qu'il a envie d'investir dans le digital et le streaming et le moment où elle se fait, il y a 6 mois. Et en 6 mois, il se passe beaucoup de choses dans le monde digital. Ça, c'est une première chose, je vous expliquerai pourquoi après. Après, on s'est confronté à une réalité, c'est qu'à la fois, on disait de nous qu'on avait une valeur de licorne, et en même temps, le marché n'était pas forcément encore prêt à mettre 1 milliard d'euros dans une boîte de streaming, parce que le streaming est un métier dans lequel le business model est assez difficile. Pourquoi? Parce qu'on reverse une partie très importante de nos revenus aux ayants droit, ce qui est normal, mais ce qui fait que nos multiples de rentabilité ne sont pas équivalents à d'autres business. Donc une fois que les investisseurs ont regardé plus dans le détail, ils se sont mis à réfléchir. L'arrivée d'Apple a un petit peu perturbé le marché. Et puis il y a des cycles économiques à la bourse. Et à un moment, on est arrivé pendant le roadshow dans un marché qui se retournait un peu. Et plutôt que de lever beaucoup d'argent, mais à une valorisation qu'on considérait être pas celle qui était la valeur de l'entreprise, Hans-Holger Albrecht, le PDG, s'est réuni avec les actionnaires et la question a été, est-ce qu'on continue à une valeur intérieure ou est-ce qu'on relève de l'argent d'une manière privée? Et les actionnaires, qui pour certains d'entre eux ne voulaient pas forcément être dilués à cette valeur-là, ont décidé d'arrêter l'introduction en bourse et de refaire une levée privée, ce qu'on a fait au mois de janvier. Voilà. En ce qui me concerne, moi j'ai été un peu spectateur, je suis arrivé le 4 juin et le processus était déjà enclenché. Ce que je peux vous dire, c'est que en tant que manager, moi qui ai bossé dans des boîtes cotées, c'était pour nous, en tout cas un peu égoïstement pour moi et pour l'équipe, pas forcément une mauvaise nouvelle, même si ça pouvait donner l'image d'un échec, ça n'en était pas un, d'abord parce que ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir relevé 100 millions d'euros dans des multiples de valorisation et dans des logiques de dilution, je ne vais pas vous emmerder avec ça, mais qui étaient beaucoup plus intéressants pour les actionnaires. Et au-delà de ça, nous les managers de Deezer, donc on est 400 personnes, on a aujourd'hui une capacité à penser à la vie d'entreprise sur 6 mois, 1 an. Quand vous êtes coté en bourse, c'est au trimestre, donc il faut délivrer des résultats immédiats. Or, nous aujourd'hui, on est un petit Français qui se bat contre 2 mastodontes, et il y en a 2 autres qui sont en train d'arriver, en tout cas, et encore, hein, parce que si on regarde bien, Apple, Spotify, Tidal, ils sont très bons aussi, heureusement ils sont pour l'instant plutôt aux US. Napster qui est quand même là, et bien là, qui a des deals de bonne donne en France avec SFR. Puis donc Amazon qui nous annonce des offres de prix quand même extrêmement agressives. Et là on réalise que, attention, parce que les Américains ont des poches très très profondes et ils sont capables d'écraser un marché. Je pense que c'est arrivé à d'autres très belles boîtes françaises dans le business du digital. Donc, de ne pas être en bourse, ça nous permet de réfléchir un peu plus la nuit plutôt que de se dire qu'est-ce que je sors comme résultat trimestriel. Donc, pour nous, les managers, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le fait que les actionnaires aient misé autant d'argent sur nous, c'est qu'ils ont confiance dans notre capacité à continuer. Alors, on va parler un petit peu de la feuille de route. Quelle est justement la feuille de route des 5 années à venir, au moins des 3 années à venir? Si je savais. 5 prochaines années, cher Madame. Je connais les 5 prochains mois, les 5 prochaines années, j'ai réfléchi aussi.
Écoutez, nous, notre ambition, c'est d'abord de rester leader en France parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est important d'avoir un marché d'origine dans lequel on est fort. Et juste rapidement, aujourd'hui, grâce à nos partenariats, notamment avec Orange, qui, comme vous le savez sans doute depuis 5 ans, nous accompagne d'une manière très très puissante, et par ailleurs, grâce au travail incroyable des équipes depuis 10 ans, on a une très belle marque, on a un très beau service, et ça marche très très bien. On a une croissance qui va cette année être à peu près 35%, donc on est très content. À côté de ça, et là je réponds, mais ça n'est pas mon quotidien, et donc je parle un peu humblement pour mes petits camarades. À Londres, il y a un travail de fond pour organiser une stratégie marketing et d'attaque sur à peu près une quinzaine de pays en ce moment. Et donc les 15 bureaux sont en train de bosser à rentrer dans des marchés où on est clairement l'outsider et où on va attaquer Spotify et Apple. Donc là, il y a une réflexion, c'est l'allocation de ressources entre protéger le marché français et financer le développement international. Il y a aussi une réalité dans une entreprise de 400 personnes, c'est-à-dire qu'elle a à un moment une capacité limitée à mener de front plusieurs développements. Vous savez, par exemple, on a 45 deals de partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile dans le monde. Ces 45 clients, il faut s'en occuper, et ça prend beaucoup de ressources et d'énergie pour bien le faire. Est-ce qu'on va faire le 46e deal, le 47e? Comment est-ce qu'on alloue les ressources? On en parle toute la journée, et d'ailleurs, on n'a pas toujours la réponse. Donc notre quotidien, c'est aussi d'essayer d'arbitrer en fonction des bonnes priorités. Mais on a une équipe top. Chez Deezer, ce qui est un peu fatigant pour moi parfois, c'est qu'en fait, on doit penser en plusieurs langues tout le temps. La télé, c'est plus calme pour ça. La langue ici, c'est l'anglais, c'est pas le français. Je ne suis pas habitué à parler français dans cette pièce. Puisque comme il y a des nationalités de toute nature ici, donc on parle tous anglais tout le temps. Et ça prend beaucoup d'énergie parce qu'expliquer un concept financier, éditorial ou artistique dans une autre langue que la sienne, c'est difficile. Beaucoup de Français ici font beaucoup d'efforts, et au-delà de ça, d'ailleurs, ça me fait rire quand on dit que les Français ne savent pas bien parler l'anglais. Alors on est une boîte super internationale, y compris quand on est français ici, on doit penser en anglais. C'est assez génial, mais ça participe de la complexité qu'on a à mener au quotidien. Ici, il y a des Allemands, il y a des Suédois, il y a des Italiens, il y a des Français, il y a des Anglais. Puis vous imaginez, en plus, on est tous un peu différents, on a tous notre fierté, donc tout ça crée une super énergie, et parfois aussi des conflits, mais tout ça nourrit beaucoup l'entreprise. Alors une dernière question avant de laisser la parole au public, sur peut-être des good practices, si tu devais donner 3-4 conseils à l'audience pour bien réussir cette carrière. Là, c'est une question, alors plus à titre personnel, vous voulez dire. Écoutez, alors, voilà, ça n'engage que moi. Personnellement, je voulais expliquer tout à l'heure. La première chose, c'est que j'ai eu la chance, moi, de décider assez tôt dans mon enfance, pour des raisons familiales, qu'il fallait que je bosse à l'école et que j'ai des beaux diplômes. On dira ce qu'on dira, le fait d'avoir fait, moi j'ai fait une grande école, même 2, ça m'a énormément aidé à rencontrer des gens qui m'ont ouvert beaucoup de portes. Donc j'ai envie de dire, mais ça c'est déjà trop tard ou pas pour vous, c'est que s'équiper académiquement, ça aide dans la vie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire ce qui nous rend heureux. Moi je crois que c'est ça le principal conseil. Je le raconte souvent, ma petite abscisse et ma petite ordonnée, c'est je vais être très clair, hein. Moi j'ai envie de réussir dans ce que je fais, j'ai pas envie de participer. Francis de Coubertin, je sais plus quel est son prénom, j'adore sa phrase, mais je trouve que ça me correspond pas. Moi j'ai envie de participer à des projets qui sont des projets gagnants. Mais pour avoir des projets gagnants, il faut d'abord il faut de la chance, il faut des opportunités, mais je pense quand même qu'il faut beaucoup bosser. Bosser beaucoup dans un truc qui vous fait chier, c'est quand même terrible parce que vous allez déprimer très très vite. Donc trouver l'environnement dans lequel on bosse beaucoup, et tout en bossant beaucoup, on est très heureux, c'est le truc le plus important. Surtout entre 18 et 30 ans, où on n'est pas encore en train de construire une famille, en tout cas, c'est pas forcément la priorité, et où on a donc toute la latitude de se plonger dans la vie professionnelle avec beaucoup d'énergie. Alors en même temps, je vous dis ça, je pense que je suis un vieux ringard parce que je sais que les générations du dessous de moi ne raisonnent pas comme ça, que la qualité de vie, l'équilibre personnel, beaucoup de choses sont mises dans un équilibre différent. Moi, j'avais envie de faire des choses passionnantes et je savais que pour y arriver, il fallait que je bosse. Mais bosser, ça sert à rien si on est malheureux. Donc j'ai toujours réfléchi au bonheur que me procurait mon métier, et c'était ça le principal critère de choix.
Et puis le dernier truc, c'est que réussir, ça ne veut rien dire parce que, ça veut dire on n'est rien tout seul. Je n'ai eu que de cesse d'avoir, j'ai eu la chance de faire de très très belles rencontres. Et votre vie sera l'émanation des gens que vous allez rencontrer et de votre capacité à saisir les opportunités. Donc moi, mon dernier conseil, c'est la curiosité. J'ai en permanence envie de comprendre ce que font mes interlocuteurs. J'essaye de voir qui je pourrais rencontrer pour m'aider à réfléchir à ce que je fais. Voilà. Et puis le dernier point, c'est d'avoir une vie équilibrée, ce qui n'est pas facile. Moi, dans ma logistique historique, c'était compliqué, mais ce qui m'a, je pense, beaucoup accompagné, c'est que moi, je suis un artiste à côté de ma vie professionnelle. Moi, je me ressource dans l'art. Je fais de la peinture depuis 25 ans. Je fais de la musique depuis 20 ans. Je vis beaucoup mes moments de respiration dans la création. Ça me permet de penser à autre chose que mon boulot ou que ma famille, que j'adore, mais qui parfois a aussi une place prégnante dans ma vie. Et donc, comment en fait faire pour avoir un jardin secret dans lequel on se ressource? C'est la question que chacun peut se poser. Moi, j'ai trouvé la réponse dans la création artistique. Et donc, je vous souhaite à tous d'avoir peut-être ce petit coin dans lequel le monde économique et professionnel disparaît complètement dans un monde purement émotionnel, personnel, spirituel, parce que c'est quand même là que tout d'un coup le sens du reste se dessine. Si on ne fait en revanche que bosser et que dans le business, je pense qu'on ne peut pas en tout cas s'épanouir. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai retiré de mes 45 dernières années. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Bonjour et merci pour votre discours. J'ai un plateforme de e-learning pour les gens pour leur aider à trouver leur carrière. Et ils me demandent souvent comment je fais pour gérer le temps entre où je suis maintenant et comment je vais trouver les choses qui me passionnent. Et vous avez beaucoup parlé de la chose qui vous passionne et d'un travail qui vous passionne toute la carrière. Comment faire pour trouver cette carrière ou le poste ou le travail même? Alors, il y a deux questions dans votre question, merci. Je crois que l'élément dont vous parlez, c'est comment trouver sa passion, peut-être c'est une partie de la question. Ça, je crois que c'est chacun qui dans sa vie, la passion, c'est ce qui procure à un moment un plaisir et quelque chose, un épanouissement. Donc je pense que le premier sujet, c'est d'être à l'écoute de soi-même. Quand on fait un truc qui vous fait du bien, c'est de se dire, ouais, j'ai une piste de quelque chose qui me remplit. C'est pas forcément ce que nos parents nous ont demandé de faire. C'est pas forcément ce que la société veut qu'on fasse. Donc ça requiert aussi une forme d'indépendance d'esprit et d'écoute de soi. Ça, je pense que c'est le premier sujet. Et d'ailleurs, les gadins, quand on se casse la gueule, qu'on a des problèmes professionnels, souvent c'est génial parce que ça vous met tout nu face à la vie. Steve Jobs l'avait très bien dit dans son discours, que vous connaissez sans doute. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à l'écouter. À un moment, on est à poil, et en tout cas, c'est quand on est nu qu'on s'écoute soi-même. Donc, découvrir sa passion, c'est s'écouter, et après, c'est la vie qui vous aide ou pas à le faire. Mais c'est une hygiène de vie d'une certaine manière, et aussi une forme de confiance en soi, c'est-à-dire de ne pas accepter ce que l'autre s'impose, ce que les autres nous imposent dans leur propre regard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur comment chercher à trouver un job, etc., c'est un processus un peu constant que moi j'ai lié à la curiosité. Je vous donne un exemple. Quand j'ai bossé avec Thierry Ardisson, la manière dont j'ai réussi à atterrir à M6, c'était pas, j'avais pas envie d'aller à M6, mais il y a un mec que j'aimais bien et que je voulais rencontrer. Cet homme s'appelle Emmanuel Chin, et Emmanuel, à l'époque, produisait Capital, qui était l'émission d'M6, qui existe encore aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma lettre, j'ai pris une feuille blanche, un crayon, et j'ai fait un truc que je fais encore aujourd'hui. J'ai écrit une lettre à ce monsieur pour lui demander de le rencontrer. Et je lui ai dit pourquoi. Parce que je voulais lui proposer une idée. On s'est rencontrés, et donc, l'autre manière de trouver du job, de trouver des opportunités, c'est de prendre sa plume. Et c'est d'écrire aux gens qu'on a envie de rencontrer. Que ce soit un email, un SMS ou une lettre, moi en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et quand j'ai voulu rencontrer les gens d'10 heures, j'ai pas
passer un coup de téléphone à des gens que je connaissais à peine. J'avais une capacité à les rencontrer, mais donc je me suis dit, c'est moi qui suis allé vers eux. Voilà la réponse en fait que je cherche. C'est moi qui vais chercher mes jobs, mais pas parce que je me dis que j'ai envie de bosser chez Deezer. Je me suis jamais dit que je voulais bosser chez Deezer. Je me suis dit que j'avais envie d'accompagner Deezer en Chine, parce que j'avais envie d'amener une boîte française là-bas et que j'avais une vraie plus-value à le faire. Puis j'ai ce job aujourd'hui. Emmanuel, je lui ai écrit parce que je voulais adapter Capital à la télévision espagnole, parce que je travaillais là-bas et que je connaissais bien ce marché. Donc c'est qu'est-ce que je peux amener à cette personne que je vais lui proposer. Donc en gros, c'est aller chercher tout le temps une interaction avec des gens avec qui on a envie de faire quelque chose. Si on n'a pas d'idée de ce qu'on veut faire, on ne peut pas trouver un job, on est soi-même finalement porté par la machine à laver. Donc ça veut dire réfléchir à ce qu'on a envie de faire, et ça veut dire de nouveau de l'introspection, du temps pour réfléchir à soi. Quand on sort de je produisais donc le bachelor pour M6, je produisais Pékin Express, mais moi j'avais un rêve, c'était de produire de la télé à Los Angeles. Dans le monde de l'entertainment, le Graal, c'est d'aller produire pour les télévisions américaines. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai pas écrit une petite lettre, mais c'est presque la même chose. J'ai demandé à un garçon qui travaille avec moi, qui est assez incroyable parce qu'il n'a pas froid aux yeux. Je lui ai dit, voilà, je te donne un challenge. Tu vas appeler les 4 directeurs des programmes des 4 grandes chaînes américaines et tu vas dire que je veux les rencontrer parce que c'est super important ce que j'ai à leur proposer. Il a appelé, il a eu 4 rendez-vous, j'ai eu 4 fois 15 minutes. Le dernier rendez-vous, la personne, alors que j'avais fait 14 heures d'avion pour venir la voir, m'a fait savoir à l'accueil, à Burbank, dans l'immeuble d'ABC, que j'allais avoir 5 minutes. Je suis arrivé au 18e étage, l'assistante m'a dit, monsieur, ça va être 2 minutes. Je suis rentré dans le bureau, je lui ai dit, c'est pas grave, j'ai besoin d'1 minute. J'ai pitché à Andrea Wong, qui était la directrice des programmes de divertissement d'ABC, l'idée que son bachelor à elle, il était pourri, et que moi, en France, j'allais lui faire un super bachelor, parce que, pour les Américains, de raconter une histoire de prince charmant entouré de jolies jeunes filles, si on le faisait en France, ce serait tellement mieux qu'au milieu du Texas. Elle a mis 30 secondes à réfléchir et elle m'a dit, on le fait. Et j'ai produit la saison numéro 9 du Bachelor aux États-Unis. Ça veut dire que j'avais envie de le faire et après j'ai poussé pour arriver à rencontrer les gens. Après, et c'est parfois ce qui est dur, ici, il ne faut pas se décourager, c'est que les gens vous donnent leur rendez-vous. Les Américains et les Chinois, en tout cas en ce qui me concerne, m'ont donné les 2 minutes dont j'avais besoin. Une des plaies parfois dans notre pays ici, c'est qu'on ne répond pas, on n'a pas toujours de réponse, parce que c'est moins dans notre culture. Mais il faut essayer. Il faut essayer, il faut y aller. Voilà, donc je crois que c'est ce qui fait que j'ai un parcours très riche, je pense, maintenant en tout cas c'est ce que moi je pense, mais parce qu'à chaque fois je suis allé au bout du truc. Et je vous souhaite à tous d'avoir envie de faire ça, parce qu'en tout cas, vous n'aurez pas de regrets si ça ne se fait pas. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous.